Vie de gangster. Al Capone, de son vrai nom Alphonse Gabriel Capone, est né à New York dans le quartier de Brooklyn en 1899. Ses parents d'origine italienne ont immigré aux États-Unis dans le but de trouver un meilleur avenir pour leurs enfants. Gabriel, son père, est barbier, tandis que sa mère Teresa exerce un métier de couturière. Les deux essayent alors tant bien que mal d'élever leurs 9 enfants malgré les conditions de vie pénibles. Comme tous les immigrés à l'époque, les Capone travaillent dur pour gagner leur vie. Ils sont respectueux de la loi et font tout pour s'intégrer à leur pays d'accueil. Et ce, malgré les barrières linguistiques, culturelles ou religieuses. Le quartier de Brooklyn dans lequel Alphonse Capone vit est extrêmement pauvre. La délinquance et la misère sont le train de vie du jeune garçon, alors âgé de 10 ans. Ce qui influe énormément sa personnalité, qui dévie très vite vers la brutalité et la violence. À 14 ans, il forme son premier gang, le Navy Street Gang, un nom donné en référence au quartier dans lequel il vit. Il le crée dans le but de mettre fin au harcèlement des filles italiennes causé par les garçons irlandais. S'imposant comme le chef du groupe, Al Capone fait déjà preuve d'un leadership inné qui le suivra pendant toute sa vie. À ce même âge, il quitte l'école après avoir frappé son instituteur. Ses problèmes disciplinaires et son tempérament sanguin auront raison de sa scolarité qui prend fin de manière précoce. À 19 ans, Capone se marie avec Mary Coughlin, une jeune Irlandaise rencontrée dans un bar. Le couple mettra au monde leur seul et unique enfant, Albert Francis. Le futur d'Al Capone à ce moment est relativement incertain. Ayant abandonné sa scolarité très jeune, il n'a pas d'autre choix que de se tourner vers la rue s'il veut subvenir aux besoins de sa famille. Et c'est en se rapprochant de la grande délinquance new-yorkaise qu'il tentera de le faire. C'est en fréquentant les bars new-yorkais qu'il commence à rencontrer de grands noms mafieux, faisant ainsi ses premiers pas dans le crime organisé. Là-bas, Capone réussit à entrer dans un nouveau gang. Un gang comptant notamment plusieurs gangsters notoires tels que Johnny Torrio, Frankie Yell ou Lucky Luciano. Avec eux, Capone fait ses classes et entame dès lors son ascension dans la pègre new-yorkaise. Il entamera son ascension avec Frankie Yell. Ce dernier le prend sous son aile et l'embauche dans son établissement faisant à la fois bar et maison close, le Harvard Inn. Là-bas, le travail d'Al Capone consiste à collecter l'argent des mauvais payeurs en les intimidant par la force si nécessaire, et contrôler la rentrée d'argent des prostituées afin d'éviter les détournements. D'ailleurs, ce bar n'a pas la réputation d'être très accueillant. Les bagarres et les tueries y sont en effet monnaie courante. Et Capone, en baignant dans cette atmosphère, va alors participer à l'une d'entre elles, faisant bientôt sa légende, avec un surnom qui le suivra pendant toute sa vie. Commençant à s'habituer avec son nouveau poste, et étant de plus en plus apprécié par ses collègues, Al Capone passe barman dans le bar de Frankie Yell. C'est à cette période qu'il recevra sa fameuse cicatrice et son surnom qui le suivra pour toujours, Scarface. Selon les rumeurs, Al Capone ayant repéré une fille ce soir-là, l'aurait courtisée et chuchoté des propos désagréables à l'oreille. N'ayant pas du tout apprécié les propos entendus, la fille aurait catégoriquement refusé ses avances et serait allée se plaindre chez son frère, un gangster nommé Frank Galluccio. Ivre et mécontent, ce dernier aurait alors brandi un ouvre-bouteille dans le but de trancher la gorge à Capone. Par chance, il manque son coup, mais Capone se retrouve avec la joue entaillée par 2 reprises, dont une particulièrement prononcée, qui s'étend de l'oreille à la bouche. Cette cicatrice, Capone ne l'assumera pas, et tentera de la dissimuler pendant toute son existence. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle fera désormais partie intégrante de son personnage.
Difficile à croire, mais Al Capone a bien failli ne jamais être le gangster iconique que l'on connaît aujourd'hui. Depuis son mariage avec Mary Coughlin, il semble changer de direction. L'envie de trouver un emploi honnête et respectable se fait de plus en plus ressentir pour mettre à l'abri sa famille. Ce sera chose faite quand il quittera le bar de Frankie Yale pour déménager à Baltimore. Là-bas, il réussit à trouver un travail qui lui permet de développer de nombreuses compétences de comptabilité. Des compétences qui lui serviront énormément durant la prohibition au moment de gérer ses millions de dollars. Hélas, ce train de vie ordinaire ne dure pas longtemps. Le 14 novembre 1920, son père Gabriel décède d'une crise cardiaque, l'obligeant à revenir à Brooklyn et à ses fréquentations délinquantes. Capone remet donc un pied dans le crime organisé, et cette fois-ci, ce sera pour de bon. À New York, Capone obtient rapidement une réputation de brute. On disait de lui qu'il n'hésitait pas à recourir à la force jusqu'à tuer si nécessaire. Plusieurs témoignages racontent alors qu'il aurait tué une prostituée soupçonnée de lui avoir caché de l'argent, ou encore assassiné un ami ayant refusé de payer une dette dans le bar où il travaillait. Ce sang chaud lui fait cependant beaucoup défaut. Certains de ses confrères de gang voient son tempérament sanguin d'un mauvais œil. Notamment Frankie Yale et Lucky Luciano, qui prennent la décision de le faire partir de la ville le temps d'un instant. En faisant cela, ses chefs souhaitent calmer le jeu pour éviter d'attirer l'attention de la justice. Capone a donc pour mission de rejoindre Johnny Torrio à Chicago. Ayant besoin d'une personne de confiance pour l'aider dans ses multiples affaires criminelles, Johnny Torrio trouve un soutien à point nommé. Al Capone contraint d'accepter, reçoit $2000 de la part de Lucky Luciano et part prendre le premier train pour Chicago. Le jeune gangster s'en va dès lors écrire la suite de son histoire, dans une ville qui fera toute sa légende. Nous sommes désormais en 1921, en pleine prohibition. Durant cette période, les Américains se voient interdire toutes sortes de consommation ou fabrication d'alcool. Dans ce contexte historique atypique, Al Capone débarque alors à Chicago, accompagné de sa famille. Une fois sur place, il n'a qu'une envie, apprendre les rouages du crime organisé et s'élever dans le milieu. Pour cela, il compte sur son nouveau patron et mentor, Johnny Torrio. Johnny Torrio à ce moment est la personne idéale pour guider Capone vers les hautes sphères de la criminalité. Avec lui, Capone prend conscience qu'il doit davantage user de son cerveau s'il veut évoluer dans la hiérarchie. Il commence alors à travailler dans des maisons de prostitution de bas étage, puis se voit très vite promu en tant que barman dans l'un des bars principaux à Torrio. Tout comme le bar de Frankie Yale, ce n'est pas un endroit très chaleureux pour boire un verre. Les meurtres et les bagarres ont en effet régulièrement lieu. Dans ce bar, Capone se débrouille plutôt bien, et réussit même à s'associer avec son chef Johnny Torrio. À cette période, il commence à bien gagner sa vie, notamment grâce à la contrebande d'alcool, la prostitution, le racket ou encore les paris sportifs qui rapportent beaucoup aux mafieux. Tout se passe donc pour le mieux pour Torrio et Capone qui voient leur empire criminel exploser. Les maisons closes et bars clandestins n'ont jamais autant afflué à Chicago. Mais c'était sans compter sur William Dever, alors fraîchement élu maire de la ville. À son arrivée, il veut immédiatement mettre fin aux paris illégaux et aux infractions liées à la prohibition. Suite à cette nouvelle mesure, de nombreux bars clandestins sont fermés, contraignant les gangsters à quitter Chicago. Al Capone et Torrio n'ont donc pas le choix. Ils déménagent ainsi leur QG en périphérie de la ville, à Cicero. Arrivé à Cicero, Johnny Torrio, le chef de gang dans lequel Al Capone fait partie, souhaite faire de la ville une zone propice au trafic d'alcool et aux paris sportifs clandestins. L'objectif est simple. Élargir leurs opérations de vice, tout en prenant contrôle de la ville et ses infrastructures. Mais pour cela,
Il faut absolument que le républicain Joseph Kléna remporte les élections à venir. Sans ça, les mafieux verront leurs activités criminelles perturbées. La prise de Cicero est donc lancée. Les gangsters doivent faire en sorte de pencher la balance du côté de leur candidat. Pour mener à bien cette mission, Al Capone amène 2 de ses frères, Frank et Ralph Capone. 31 mars 1924, jour d'élection. Les gangsters usent des poings et des armes pour intimider les électeurs. Ces derniers sont escortés jusqu'aux urnes afin de vérifier si leurs enveloppes contiennent bien le nom du candidat, Joseph Kléna. Sous le choc, les habitants de Cicero sont contraints d'obéir aux gangsters au risque de se faire abattre sur le champ. Très vite consternés par la situation qui les dépasse, les honnêtes électeurs cherchent de l'aide auprès du juge Edmund Jarkey. Ce dernier, après avoir pris connaissance du problème, envoie immédiatement 70 policiers habillés en civil dans la ville de Cicero. Mêlés dans la foule, les policiers se ruent vers les émeutes qui sévissent désormais. À peine descendus de leur véhicule banalisé, qu'ils aperçoivent Frank Capone tenter de sortir une arme de sa poche. Croyant à une descente de bande rivale, le frère aîné d'Al Capone se prépare au pire. Mais suite à ce geste, les policiers ne réfléchissent pas et l'abattent de sang-froid. Frank Capone est alors criblé de balles jusqu'à que les chargeurs soient vidés. Sa mort est particulièrement brutale et immédiate. Après ce tragique incident, le chaos régnera toujours à Cicero, et ce jusqu'à la fermeture des votes. Heureusement pour Capone et Torrio, leurs efforts n'auront pas été vains. Leur candidat Joseph Kléna a été réélu, signifiant donc la poursuite de leur expansion criminelle. Cette victoire a toutefois un goût amer pour Capone, qui voit son frère Frank éliminé durant la bataille. Très affecté par cette perte, Capone aura beaucoup de mal à s'en remettre. Moins d'un mois après les élections mouvementées de Cicero, Johnny Torrio et Al Capone ne perdent pas de temps pour lancer une nouvelle maison de jeu qui leur rapporte près d'1 demi-million de dollars au cours des premières années, une somme astronomique pour l'époque. Cicero comptera plus de 150 maisons de jeu après leur passage dans la ville, toutes servant de l'alcool en abondance en ce contexte de prohibition. La contrebande d'alcool est en effet très prolifique à ce moment, si bien que les gangsters italo-américains ne sont pas les seuls à vouloir s'accaparer le marché. D'autres bandes criminelles veulent également leur part du gâteau, dont les Irlandais présents bien avant eux. Ce qui devait donc arriver arriva, les 2 clans entrent en conflit pour obtenir le monopole de la contrebande d'alcool. Cette rivalité, qui sera pour le moins sanglante, opposera pendant toute la durée de la prohibition gangsters italiens et irlandais. Le camp irlandais dirigé par Dean O'Banion s'attaque aux Italiens qui ont alors une bonne partie du trafic d'alcool. Leur objectif est clair, il faut à tout prix éliminer leur boss, Johnny Torrio. C'est d'ailleurs ce qu'ils feront sans scrupule, en menant quelque temps plus tard une descente pour l'assassiner. Malheureusement pour les Irlandais, la tentative rate, offrant ainsi à Torrio la possibilité de se venger. Ce sera chose faite le 10 novembre 1924, soit 5 mois environ après la précédente attaque des Irlandais. Ce jour-là, Dean O'Banion est assassiné dans sa boutique de fleurs, de 2 balles dans la poitrine et 2 dans le cou. Ce meurtre est réalisé par 3 des hommes à Torrio, dont Frankie Yell, John Scalise et Albert Anselmi. Cette concurrence éliminée, Torrio et Capone n'en ont alors pas fini avec la mafia irlandaise, qui revient de plus belle. En effet, 2 autres gangsters irlandais vont leur donner du fil à retordre. Des gangsters nommés Imi Weiss et Bugs Moran. En janvier 1925, ces derniers élaborent un autre plan pour assassiner Torrio, une énième tentative des Irlandais pour tuer le chef du clan italien. Cette fois-ci, leur coup est presque réussi.
Torrio s'en sort par miracle et sera à 2 doigts de perdre la vie. Après cet incident, Torrio dira en avoir marre de la folie de Chicago et prendra sa retraite. Il laisse donc les rênes à Capone, qui est désormais à la tête des opérations. Aussi bizarre que cela puisse paraître, aucune vengeance n'est orchestrée par Capone suite à cette tentative de meurtre. Cela s'explique par le fait que Capone est également occupé par une autre guerre de gang. Celle qui le confronte avec les Genaz, une redoutable famille mafieuse sicilienne qui lui cause beaucoup de tort. Toutefois, Scarface ne peut se permettre d'ignorer les Irlandais, qui n'ont alors qu'un souhait: venger la mort de Dino Bagnon. Pour répondre à ces représailles, Capone planifie donc leur extermination, en commençant par le premier trouble-fête, Imi Vice. Une équipe de 5 tueurs est chargée de réaliser son assassinat. Parmi eux, Frank Nitti, Anthony Accardo, Frank Diamond, Albert Anselmi et John Scalise. 11 octobre 1926. La bande de tueurs prépare l'assassinat en scrutant les déplacements de Imi Vice. Pendant une semaine, ils attendent le moment propice pour l'abattre. Jusqu'au jour où une opportunité se présente. Voyant Imi Vice et 3 de ses gardes du corps sortir de leur boutique, les soldats de Capone le massacrent sans pitié. Gisant au sol, l'un des concurrents les plus redoutables de Scarface est désormais hors jeu. Capone n'a alors plus qu'à se débarrasser de Bugs Moran et a lui le monopole du trafic d'alcool à Chicago. En avril 1927, l'ancien maire de Chicago, William Thompson, est réélu. Cette nouvelle profite à Capone et les siens, qui après 4 ans d'exil, peuvent enfin s'établir dans leur ancien QG. Plus enclin à détourner le regard sur le crime organisé, le nouveau maire permet aux gangsters d'élargir leur zone de pouvoir, sans être inquiétés par la police. À cet instant, Bugs Moran est le dernier rempart pour Capone, avant le contrôle total du marché d'alcool. Toujours en conflit, les deux hommes se mènent une guerre sans précédent. Les tueries et règlements de compte sont considérables et sèment la terreur dans les rues de Chicago. Pour mettre fin à cette guerre, Capone va alors élaborer un plan. 14 février 1929, jour de Saint-Valentin. Pendant qu'il est en vacances dans sa villa en Floride, Capone ordonne à plusieurs de ses hommes de se rendre à l'un des entrepôts d'alcool de Bugs Moran. Déguisés en policiers, les tueurs à gages ordonnent aux 7 personnes présentes dans le bâtiment de s'aligner contre le mur. Ces derniers, relativement confiants, suivent les ordres sans broncher. Pour eux, il ne s'agit que d'une descente ordinaire qui se réglera comme d'habitude par un pot de vin. Mais cette erreur leur sera fatale. Sans pitié, les soldats de Capone les criblent de balles et transforment l'entrepôt de Moran en véritable boucherie. Aucun survivant n'est à déclarer. Les 7 meurent sur le coup. Mais en identifiant les corps, les sbires de Capone comprennent à leur grande stupéfaction que Bugs Moran ne se trouve pas parmi eux. Il avait en effet réussi à s'enfuir en voyant les policiers arriver dans l'entrepôt quelques instants plus tôt. Miraculé du massacre de la Saint-Valentin, Bugs Moran sera toutefois très affecté par la tuerie, influant alors sur sa volonté de continuer la bataille. Ainsi, il s'éloigne progressivement du grand banditisme, effectuant désormais des petits cambriolages. Son influence n'étant plus la même, il est de moins en moins protégé par la police. Sa carrière de gangster, elle, prend fin définitivement lorsqu'il se fait emprisonner pour un énième braquage de banque. Il décédera en 1957 en purgeant sa peine. Ça y est, Al Capone a enfin écarté tous ses rivaux. Le contrôle total sur le crime organisé à Chicago n'a jamais semblé aussi proche.
Du 16 au 19 mai 1929 a lieu le premier sommet du crime organisé aux États-Unis. Les plus grands chefs mafieux du pays se réunissent à Atlantic City pour discuter du futur de leurs entreprises. Al Capone s'y rend également, notamment pour garder un œil au cas où l'on tenterait de préparer quelque chose dans son dos. Il est accompagné par plusieurs grands noms de la pègre, tels que Luc Luciano, Meyer Lansky, Frank Costello, Albert Anastasia ou encore Willie Moretti. Cette conférence a pour but d'apaiser les tensions entre les différentes familles mafieuses et éviter ainsi les guerres qui nuiraient profondément au business. Mais Capone à cette réunion n'est pas vu d'un bon œil. On lui reproche notamment d'avoir trop attiré l'attention des journaux depuis le tristement célèbre massacre de la Saint-Valentin. Certains chefs mafieux pensent d'ailleurs qu'il est préférable de s'en débarrasser. On le conseille dès lors de faire profil bas pendant un moment. C'est d'ailleurs ce qu'il fera, mais d'une façon plutôt inattendue. Pour faire profil bas, Al Capone choisit la solution la plus radicale, la prison. En effet, 16 heures après avoir quitté la conférence d'Atlantic City, Capone arrive à s'arranger avec les policiers de Philadelphie afin de l'arrêter pour port d'armes. Pour lui, c'est l'unique façon de passer en dessous des radars du FBI, qui commence sérieusement à s'intéresser à son sujet. Il est donc condamné à 1 an de prison, une peine relativement légère et largement amoindrie, notamment grâce à ses nombreux avocats. Le temps de son retour, Al Capone délègue les opérations à Ralph, son autre grand frère, qui l'a aidé notamment à prendre Cicero. Une fois la peine purgée, Capone reprendra ses affaires comme avant. Enfin, pas vraiment, et ce à cause du massacre de la Saint-Valentin, qu'il a définitivement fiché aux yeux du grand public, qui ne le voit plus d'un même œil. Son image, Al Capone va essayer de l'entretenir tant bien que mal. Notamment à travers diverses sorties médiatiques où on le voit s'adonner à ses loisirs. En effet, le parrain de Chicago était un grand fan de sport. Il adorait assister à de grands événements sportifs, tels que des combats de boxe, des matchs de baseball, des courses de chevaux ou encore des courses de chiens. À ces manifestations sportives, il n'était pas rare de le voir accompagné de politiciens qui n'avaient alors aucune honte à s'afficher avec lui. Durant son temps libre, Capone assistait également à des pièces de théâtre ou d'opéra. La musique, le jazz, le poker ou encore la natation seront ses autres passe-temps. S'exposer devant les médias était ce qu'il faisait de mieux. Cette exhibition inédite pour un gangster faisait le bonheur des journalistes qui commençaient alors à créer le mythe Al Capone. Mais sa réputation largement ternie suite au massacre de la Saint-Valentin commençait à le mettre dans de mauvais draps. Pour contrer cette mauvaise image, Capone choisit alors de se faire passer pour un bienfaiteur du peuple, en venant notamment à la rescousse des pauvres. Préoccupé par son image et toujours dans les radars du gouvernement qui veut se débarrasser du crime organisé à Chicago, Capone tente le tout pour le tout. À cette période, il génère près de 120 millions de dollars de chiffre d'affaires par an, soit 1,5 milliard de dollars actuels. L'argent n'est absolument plus ce qui lui manque. Capone investit donc son temps à redorer sa réputation à bout de souffle. Et c'est en allant au secours des pauvres qu'il le fera. Notamment durant la Grande Dépression de 1929, pendant laquelle il ouvre une soupe populaire visant à aider les personnes les plus démunies. Pour lui, c'est une façon de se rapprocher du peuple et de la classe populaire. Son but avant tout est de cultiver une image de Robin des Bois, celui qui vole aux riches pour redistribuer aux pauvres. Cette supposée philanthropie l'aide à s'acheter un peu de temps et d'attention auprès des médias. Bien que cela ne dure pas très longtemps. Les ennuis judiciaires vont en effet très vite le rattraper.
Après le massacre de la Saint-Valentin, Al Capone choque l'opinion publique, notamment par la façon dont ses hommes ont froidement éliminé la bande à Bugs Moran. L'incident, largement relié dans les journaux, offusque les Américains qui ne voient plus Scarface du même œil. Les apparitions en public et les actions humanitaires n'y changeront rien. Al Capone atteint le point de non-retour. Le gouvernement a fait son choix. Il veut faire tomber Capone, qui devient alors ennemi public numéro 1. Faire chuter le parrain de Chicago s'avère toutefois compliqué. Capone, à l'apogée de son règne, est tellement influent que la loi elle-même ne peut rien faire face à lui. Et pour dire, à cette période, son armée de soldats est plus puissante que la police de Chicago et les autorités du comté réunies. Il est également impossible de le traduire en justice pour les crimes odieux qu'on lui attribue, comme la contrebande d'alcool, le racket, le proxénétisme, les jeux d'argent, mais encore et surtout, les meurtres. À cette période, toute l'Amérique est persuadée que Capone est un criminel, mais personne n'est capable de le prouver. Même le très populaire Eliot Ness, un agent chargé de faire respecter la prohibition à l'époque, n'arrive pas à trouver les preuves pour coincer Capone. Son équipe Les Incorruptibles, rendue célèbre par un film du même nom, ne fait que contrarier très légèrement les opérations du gangster. Le gouvernement et les FBI n'ont donc plus le choix. Il faut impérativement trouver une autre solution. Le gouvernement, toujours dans sa quête de mettre Capone sous les verrous, pense que le meilleur moyen d'y arriver est la condamnation pour évasion fiscale. En effet, l'ennemi public numéro 1 ne paye pas ses impôts, ce qui en fait un motif d'inculpation valable pour les autorités. Capone a beau peser des millions de dollars, aucune déclaration de revenus n'est remplie à son nom. Le gouvernement décèle alors une faille et l'exploite immédiatement. Une équipe d'agents du département du Trésor se charge de trouver les preuves pour faire tomber le gangster. En 1931, elle est trouvée par un comptable du nom de Frank Wilson. Ce dernier prouve l'existence d'un des revenus du parrain. Ce revenu provient d'un registre de jeux d'argent dans lequel le nom d'Al Capone apparaît. L'heure de Capone est alors bientôt arrivée. La traduction en justice n'est plus loin. Le 5 juin 1931, il est donc mis en examen pour fraude fiscale. Le 6 octobre 1931, son procès commence au tribunal fédéral de Chicago. Ce dernier prend une ampleur internationale avec des médias du monde entier qui couvrent l'événement, alors inédit à cette époque. Un procès opposant l'ensemble des États-Unis à un seul gangster, du jamais vu. À ce procès, Capone n'est pas plus inquiété que ça. Il pense s'en tirer avec 2 ans de prison maximum s'il plaide coupable devant les juges. Mais à peine les jurés sélectionnés, Capone, comme à son habitude, tente de les soudoyer. Sauf que cela ne marche pas comme prévu. Les jurés sont remplacés au dernier moment. À partir de cet instant, le procès prend une toute autre tournure. C'est donc après 8 heures de délibération que les jurés rendent Capone coupable de fraude fiscale. 6 jours après, la sentence est donnée. Le gangster prend 11 ans de prison ferme. Une peine largement exagérée pour cette époque où les fraudes fiscales dépassaient rarement les 2 ans. Qu'à cela ne tienne, la fin de partie est proche pour Scarface. La prison devient inévitablement sa prochaine destination. Al Capone est donc transféré à la prison du comté de Cook. Son séjour là-bas est relativement confortable et agréable, notamment grâce aux nombreux contacts qu'il utilise à son avantage. Il dispose ainsi d'une cellule privée composée d'une douche, un accès au téléphone et même un moyen de faire des transferts d'argent à distance. Ses hommes de main et amis politiciens peuvent même lui rendre visite quand ils le souhaitent.
À ce moment, tout semble aller pour le mieux pour Scarface, qui coule des jours tranquilles en prison. Mais c'était sans compter sur la maladie qui va commencer à ravager son état de santé mentale. Les médecins lui diagnostiquent une syphilis, une infection sexuellement transmissible, probablement contractée lors d'un rapport avec une prostituée durant sa jeunesse. Cette maladie lui fera perdre gros, et notamment son emprise sur son empire criminel. Nombreux seront en effet ses associés qui l'ignoreront ou l'abandonneront à cet instant. Et rien n'ira en s'arrangeant lorsqu'il apprendra son transfert au pénitencier d'Atlanta. Une prison bien plus stricte dans laquelle aucune forme de corruption n'est possible. Le doux confort de sa précédente cellule prend donc fin. À 33 ans, sa santé va continuer à se dégrader, avec une syphilis qui atteint le stade tertiaire. Ainsi, la démence commence progressivement à l'atteindre. Pourtant, son cauchemar n'est pas fini. En août 1934, il est envoyé à une autre prison. La prison fédérale d'Alcatraz, une île pénitentiaire près de San Francisco, fraîchement créée par le gouvernement qui a pour but de contenir les criminels les plus dangereux du pays. Là-bas, les visites sont limitées à 1 par mois. Les contacts physiques sont formellement interdits avec les visiteurs. La radio, les journaux et la lecture ne sont pas autorisés. Travailler au sein de la prison est un privilège et non un droit. Les condamnés sont isolés dans des cellules exiguës, avec impossibilité d'échanger avec les autres détenus. Et pour couronner le tout, aucune échappatoire n'est possible. Capone n'a donc pas le choix. Il doit continuer à purger sa peine dans cette prison ultra stricte. Mais la maladie va le faire sortir plus vite que prévu. Prenant de plus en plus d'ampleur, elle oblige les médecins à transférer Capone dans un hôpital. Son état piteux le fera donc définitivement quitter la prison d'Alcatraz. Scarface passera ainsi ses dernières années dans sa villa en Floride, entouré de sa famille. À cet instant, Capone n'est plus que l'ombre de lui-même. Son tempérament, proche de celui d'un enfant de 12 ans, le fera confondre sans cesse fantaisie et réalité. Le 25 janvier 1947, Alphonse Gabriel Capone, dit Scarface, meurt finalement d'une crise cardiaque, alors âgé de 48 ans. I came to Chicago with $40 in my pocket. My son is now 12. I'm still married and I love my wife dearly. We had to make a living. I was younger than I am now and thought I needed more. I didn't believe in prohibiting people from getting the things they wanted. I thought prohibition was an unjust law, and I still do. Que donc retenir de la vie d'Al Capone? Passant des quartiers défavorisés de Brooklyn à une vie de gangster opulente, il aurait vécu son rêve américain d'une manière certes non conventionnelle. Doté d'une fortune considérable, estimée à plus d'1 milliard de dollars à l'apogée de son règne, il aurait été sans aucun doute l'un des gangsters les plus riches de l'histoire. Cette fortune, il la doit bien évidemment au contexte politique de son époque, notamment la prohibition qui a été en quelque sorte son tremplin pour développer son empire criminel. Étant perçu comme le gangster le plus dangereux et influent de l'histoire des États-Unis, il ne le fut en réalité que dans sa ville, Chicago. Pour ses confrères du crime organisé du reste du pays, il n'était qu'un chef de pègre parmi tant d'autres, qui d'ailleurs n'était pas souvent vu d'un très bon œil. En témoigne son rappel à l'ordre à la conférence d'Atlantic City suite au massacre de la Saint-Valentin. Mais quoi qu'il en soit, dans l'imaginaire collectif, Scarface est et restera le symbole du gangster des années 20.
Son héritage culturel, lui, ne cessera de continuer, que ce soit à travers des films, séries ou documentaires.